Alors, nous continuons le cours sur Sens et possibilités de la vie politique. Nous avons entamé d'ores et déjà le grand 1, quel est le fondement de la vie collective, et nous allons continuer et même terminer ce grand 1. Alors, donc, dans le petit 2, dialectique de la force et du droit, je voulais vous conduire à réfléchir en fait au rapport entre la force et la vie en collectivité. Est-ce que vraiment on peut admettre que ce soit finalement le plus fort qui est peut-être le premier rassemblé les premières sociétés, constitué les premières sociétés. Alors, euh, je crois qu'il y a ici une célèbre fable qui nous aidera à comprendre ce problème, enfin à poser ce problème. C'est évidemment la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, qui met en scène justement en fait le gouvernement de la force qui ne peut jamais se suffire de la seule force, comme dit la Boétie, hein. C'est-à-dire que, alors rappelez-vous, le thème du loup et l'agneau, c'est le loup qui surprend un agneau se désaltérant dans le courant d'une onde pure, qui veut évidemment le croquer, mais qui en fait ne peut pas simplement faire valoir sa force et l'emporter dans les broussailles pour le dévorer, mais lui fait tout un procès en fait pour lui expliquer qu'il est coupable. Alors vous voyez, il l'accuse, qui te rend si hardi de qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Et l'agneau se défend des crimes que lui reproche le loup, des crimes imaginaires que lui reproche le loup. Je ne puis en aucune façon que votre majesté ne se mette en colère, et plutôt qu'elle le considère, que je ne puis en aucune façon troubler sa boisson, et que je me vas désaltérant plus de 20 pas en dessous d'elle. Je crois que j'ai inversé les verbes, bon, peu importe. Euh, et ainsi de suite. En fait, et le loup cherche toujours en fait une raison supplémentaire pour rendre l'agneau responsable en fait d'un crime qui mériterait une punition, alors une punition vraiment capitale. Hein, et pour finir, ah oui, mais je sais que de moi tu médis l'an passé. Et l'agneau lui répond, comment l'aurais-je pu, puisque si je n'étais point né, alors si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, etc., etc. Et finalement, en fait, le loup lui reproche des crimes complètement imaginaires pour finalement l'emporter au fond des bois et le dévorer sans autre forme de procès. C'est donc bien un procès que lui fait le loup. Et d'ailleurs, cette fable, bien sûr, totalement anthropomorphique, hein, qui ne parle absolument pas de la nature, mais qui parle des rapports humains, La Fontaine, je crois, veut nous dire quelque chose qui n'est pas du tout moral, mais les fables ne sont jamais morales, hein, en dépit de ce que l'on croit parfois. Il veut nous dire tout simplement que lorsque un tyran, mais à quelque niveau que ce soit un vrai tyran, je veux dire dans les règles, ou que ce soit je sais pas, quelqu'un dans la vie commune qui tyrannise, dans la vie courante, qui tyrannise ses proches, sa famille, ses amis, enfin les gens autour de lui, de toutes les façons, le tyran ne peut tyranniser qu'en prouvant son bon droit, hein. Et en fait, jamais il n'arrive que quelqu'un d'abusif n'exerce sa violence, enfin, disons durablement, hein, n'exerce sa violence par le seul fait de la force. Mais même voilà, les persécuteurs en tout genre, les pervers narcissiques, enfin, toutes les figures que vous pouvez imaginer en fait de l'homme violent ou qui abuse de sa force, etc., tiendra toujours en même temps un discours un peu enfin, théorique, voire para-juridique, c'est-à-dire enfin, juridique, mais bon, bidon, quoi, hein. Pour prouver qu'en fait, ce qu'il fait est légitime, hein, que c'est pas seulement la force qui lui permet de faire ce qu'il fait, mais c'est surtout le droit, hein, le droit qui. Bon, alors, que tirer de cette fable? Oui, pardon, c'est comme ça que les gens, par exemple, qui vous font des crasses, iront toujours en fait les justifier. Et si jamais vous avez le malheur de rentrer en discussion avec voilà, quelqu'un qui cherche à vous nuire, en fait, la personne essaiera de vous prouver de toutes les façons possibles qu'elle est dans son droit de faire ce qu'elle fait, hein. Voilà, c'est ça le paradoxe, en fait, ou la dialectique, disons, de la force et du droit que souligne La Fontaine dans sa fable. Et c'est exactement en fait le thème d'un célèbre passage du contrat social absolument essentiel qui s'appelle Du droit du plus fort. Alors le contrat social, 1762. C'est le grand livre politique des temps modernes, hein. C'est le livre que Rousseau écrit en 1762 qui lui vaudra en fait le début de ses malheurs, hein.
effectivement un véritable brûlot, enfin une véritable bombe contre la monarchie en particulier, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que Rousseau nous dit dans ce passage qui s'appelle du droit du plus fort? C'est un chapitre qui fait une page en fait, les chapitres sont très très courts, hein. Dans ce passage si célèbre du contrat social, Rousseau envisage le droit de la force, le droit du plus fort, hein, et essaye d'analyser ce que signifie cette expression, si elle a vraiment un sens. Et il nous dit la chose suivante, c'est que cette expression qui a l'air à première vue d'une boutade, une boutade des puissants, comme voilà le loup qui se joue de raisonnements factices euh, pour dévorer le mouton, l'agneau, eh bien, ce droit du plus fort, qui est enfin en apparence si ironique, est partout établi dans les faits, hein, partout établi en principe de gouvernement. Et Rousseau nous dit, bon, alors voyons un peu ce que signifie ce droit dans les faits, quoi. Lorsqu'un gouvernement se fonde sur la force, je sais pas, une invasion, sur une conquête, sur un coup d'État, sur des choses comme ça, hein. Lorsqu'un gouvernement se fonde sur la force, qu'arrive-t-il? Est-ce que la force peut à un moment donné se transformer en droit? Il y a là un enjeu vital pour le gouvernement parce que nul ne peut être assez fort pour être toujours le maître, comme l'écrit Rousseau, citant quasiment, c'est quasiment du Labo ici, hein. Euh, et donc, le plus fort a toujours besoin en fait de faire passer sa force pour le droit, afin que les gens y obéissent en fait d'eux-mêmes, hein, non pas parce qu'ils sont forcés, contraints à l'épée dans les reins, mais parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils pensent, ils imaginent que c'est bien, c'est une bonne chose, quoi, hein, que c'est légitime, hein. Donc transformer la force en droit et l'obéissance en devoir, je cite encore le texte de Rousseau, voilà en fait une obligation, enfin une contrainte, une nécessité vitale pour les tyrans de tous ordres, hein. C'est à peu près ce qu'explique La Fontaine également. Bon, et Rousseau dit que vaudra en fait un ordre fondé sur la force, un ordre de droit entre guillemets fondé sur la force. Est-ce que ça peut véritablement fonctionner? Et Rousseau nous montre très en détail que non, sitôt que on met la force à la source du droit, l'effet change avec la cause, dit-il. C'est-à-dire qu'en fait, le droit ne peut pas être droit s'il est fondé sur la force. Je veux dire, ce qu'il veut dire, pardon, c'est que si le droit repose sur la force, alors il suffit d'être le plus fort pour être légitime. Donc à partir de là, par exemple, mettons un putschiste qui arrive au pouvoir par un putsch. Bon, le terme de putsch est anachronique hein, par rapport au contrat social, mais c'est exactement ça que décrit Rousseau. Hein, quelqu'un qui parviendrait au pouvoir par la force, mettons, et qui prétendrait asseoir un nouvel ordre des choses sur son coup d'État, par exemple, ou sur une conquête, se mettrait lui-même dans une situation extrêmement périlleuse, puisque en définissant ainsi le droit par la force, eh bien, il se prépare son prochain renversement, puisque si d'aventure quelqu'un vient à être plus fort que lui, eh bien, il sera également plus légitime, hein. Et c'est ce qui arrive effectivement bien souvent quand un aventurier commet un coup d'État pour s'emparer du pouvoir, eh bien, généralement, très souvent, hein, lui-même se trouve à un moment ou à un autre mis en difficulté ou renversé par un autre coup d'État, puisque en quelque sorte il a donné l'exemple. Si la légitimité provient de la force, de l'usage de la force, eh bien, en fait, il suffit d'être le plus fort pour avoir le droit légitimement de désobéir et de renverser l'État, hein. Donc en fait, le droit fondé sur la force, ce n'est pas le droit. C'est-à-dire qu'un État qui serait uniquement fondé là-dessus, ce ne serait pas un État, c'est-à-dire quelque chose de stable, si vous voulez, hein. Et en fait, tous les 2 jours, le droit changerait finalement au gré des rapports de force et du nouvel homme fort du jour, hein. Et c'est comme ça que certains pays dans le monde s'enfoncent dans une spirale de coups d'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un parvient au pouvoir par un coup d'État, il ouvre la boîte de Pandore et il encourage finalement le prochain à en faire autant à son propre égard. Il ne pourra pas se plaindre puisqu'il sera déposé par les mêmes ressorts, par les mêmes principes, par les mêmes raisons qui l'ont porté au pouvoir. Donc, le, la force, nous dit Rousseau, ne peut jamais fonder le droit. La force ne peut pas être l'origine des obligations civiles, ne peut pas être l'origine de l'autorité civile, hein. Et oui, et je voulais ajouter quelques exemples
à ces propos, pour commenter les propos de Rousseau, quelques exemples qui paraîtront légèrement anachroniques, mais qui au fond reflètent exactement le même problème. Hein, ce sont des exemples tirés de l'histoire de la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Les Noirs, après 1865, après, autrement dit, donc, la victoire du Nord sur le Sud durant la guerre de sécession, les Noirs eurent accès aux droits civiques, aux mêmes droits civiques que les Blancs, durant une courte période, durant une quinzaine d'années à peu près, le temps que les États du Sud adoptent en fait une législation pour contourner les droits civiques des Noirs et donc installer ce qu'on a ensuite appelé le régime de ségrégation, la séparation stricte des Noirs et des Blancs. Mais en fait, les codes, comment s'appelait ça? J'ai oublié le nom du code de loi, les décrets, je crois que c'est Jim Crow, j'ai peur de dire une bêtise. Bon, en tout cas, les textes de loi, enfin, pardon, excuse-moi, la pratique de la ségrégation ne peut pas juste se fonder simplement sur la force et a dû passer par des textes de loi cherchant à maquiller ce coup de force, hein, en principe juridiquement recevable. Et donc, en fait, il n'y avait pas du tout écrit dans les textes de loi les Noirs ne peuvent pas voter, les Noirs ne peuvent pas accéder aux emplois civils, les Noirs ne peuvent pas exercer tel métier de profession, etc. Les Noirs doivent être séparés des Blancs. C'est parce que ça, en fin de compte, on ne peut pas écrire un texte de loi comme ça. Enfin, même dans un État raciste, on ne peut pas écrire les choses ainsi. Euh, on parlera des lois antisémites nazies plus tard dans une autre vidéo, mais les Noirs, pardon, les suprémacistes blancs avaient inventé en fait tout un tas de chicanes pour arriver à ce résultat-là, mais avec une apparence de légalité. C'est-à-dire que par exemple, on empêchait le vote des Noirs, non pas en disant voilà les Noirs ne peuvent pas voter, mais en fait en mettant tellement d'obligations euh, pour accéder au vote que les Noirs de fait en étaient privés. Hein. Donc, par exemple, il fallait pouvoir prouver un exemple parmi d'autres, hein, dans certains États, pour pouvoir voter, il fallait prouver que l'on était domicilié sur la commune depuis 3 générations. Ce que les Noirs ne pouvaient jamais prouver parce qu'ils n'étaient pas propriétaires et donc ils ne pouvaient absolument pas. Et puis ils étaient aussi souvent amenés à changer de ville justement au gré des violences, etc. Donc ils ne pouvaient pas accéder au vote ou bien encore euh, il fallait pouvoir justifier d'un niveau d'instruction suffisant, donc ce qui a l'air raisonnable effectivement pour voter, mais en fait on mettait la barre autoriser le vote que bah, de fait les Noirs en étaient empêchés. Une anecdote comme ça qui est très révélatrice, un Noir tente le test pour accéder au vote et donc doit prouver en fait son niveau d'érudition, son niveau de savoir et on lui demande en fait d'expliquer le mot apophthegme ou je sais plus, enfin un mot grec comme ça extrêmement complexe et le Noir répond bah, moi je sais ce que ça veut dire apophthegme. Apophthegme ça veut dire que j'ai pas le droit de voter. Hein. Évidemment, est-ce qu'on a besoin de savoir la signification du mot apophthegme pour avoir le droit de voter pour exercer la capacité civique? Évidemment non. Mais c'était les chicanes parce que le coup de force, l'abus de la force ne peut jamais s'affirmer comme tel et doit d'une façon ou d'une autre reposer euh, sur, euh, sur des divers prétextes travestis, quoi, voilà, des prétextes maquillés. Bon. Alors, euh, le, dans le petit 3, j'insisterai sur le fait que seul l'accord des hommes peut fonder pardon, l'autorité politique. Hein, l'obéissance ne peut pas être arrachée par la force, hein, pas durablement, donc il faut à un moment donné que les hommes consentent. Alors il y a à cela plusieurs formes possibles à nouveau, hein, et je propose ici deux scénarios, enfin, deux scénarii possibles. Premièrement, le consentement peut être arraché frauduleusement, hein, arraché par la tromperie. C'est ce que Rousseau appelle le pacte de dupe, c'est-à-dire que on fait croire aux hommes, on va faire croire aux hommes que l'obéissance sera dans leur intérêt, alors que en fait on va faire le contraire. Bon, alors cela fait partie de ce que Rousseau appelle les abus ou les usurpations du pacte social, hein, parce que le pacte social, c'est par contre la deuxième solution quand le consentement est obtenu de façon éclairée, quand le consentement
est fondée. Hein. À ce moment-là, c'est le pacte social, c'est-à-dire quand les hommes, en fait, acceptent les obligations qu'ils s'imposent mutuellement, qu'ils s'imposent tous au même titre, hein, en comprenant que c'est cela qui va protéger et rendre possible leur liberté. Hein. Je prends un exemple. Dans Rousseau, toujours, il y a un chapitre juste après le pacte, non, c'est pas juste après, enfin, quasiment, le droit du plus fort, qui s'appelle qu'on doit toujours remonter à une première convention. Et il prend un exemple pour prouver en fait cela, pour prouver qu'il faut nécessairement un pacte social à l'origine des sociétés, c'est-à-dire en fait un consentement éclairé, hein, pour que l'ordre soit légitime. Il prend l'exemple du vote. Alors, il prend, pardon, je développe son exemple. Euh, Si les hommes décident de vivre ensemble et de se donner en fait une règle, la règle de la majorité, il faut bien que celle-ci, non pardon, excuse-moi, si les hommes délibèrent ensemble pour le choix, mettons par exemple, d'un chef, hein, et bien, et donc par exemple que le premier acte de la société soit l'élection d'un roi. Pourquoi pas? On peut imaginer ce scénario. Euh, eh bien, dans ce cas, il faut bon, non seulement que les hommes voilà, se mettent d'accord pour un chef, mais surtout avant cela, il faut que les hommes se mettent d'accord pour se soumettre au scrutin de la majorité. Sinon le résultat de cette élection est nul et non valable. Hein. C'est-à-dire que, en fait, préalablement à toute décision collective, il faut déjà que les hommes soient capables de décider de se soumettre au scrutin de la majorité, c'est-à-dire en fait de passer finalement un pacte social. C'est le premier acte civil. Hein. Et vous verrez, un jour, vous serez peut-être sur les bancs de la fac, et c'est exactement ce qui se passe quand il y a une assemblée générale. Par exemple, on va décider le blocage de la fac parce que, je sais pas, il se passe quelque chose qui est inacceptable, etc. Et alors, voilà, il y a une grande majorité qui se prononce pour, et puis vous imaginez que vous soyez contre. Bon. Qu'est-ce qui vous obligerait à respecter cette obligation? Est-ce que vous avez d'abord fait au préalable un scrutin pour dire tout le monde, tous ceux qui sont ici, acceptent-ils de se soumettre à la décision qui sortira du chapeau, quoi, qui sortira du vote. Si cet accord-là n'a pas été passé, la décision ne peut pas s'imposer à vous. Et bon, et à ce moment-là, finalement, la décision n'aura aucun intérêt, parce que finalement, si chacun vote, mais que bah, ceux qui ont décidé de bloquer bloquent, ceux qui ont décidé de ne pas bloquer ne bloquent, ça ne servait à rien de voter, hein, en fait. Voilà, donc c'est le paradoxe de ce que souligne Rousseau. On doit toujours remonter à une première convention. Alors, euh, oui, Hobbes envisage une variante, parce que Hobbes, au fond, est quand même un partisan du contrat social, mais un contrat social très 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 différent de celui de Rousseau, et il envisage par exemple la possibilité du contrat d'esclavage. D'ailleurs, c'est pas le seul, il y a d'autres juristes qui vont dans le même sens. Le contrat d'esclavage euh, à, à Rome, c'était... Attendez, je fais une pause. Oui, petit problème technique, voilà. Réglé. Oui, alors le contrat d'esclavage, rapidement, un contrat d'esclavage, c'était une pratique en fait qui existait à Athènes et à Rome. À Athènes, elle fut abolie par Solon, le fondateur des lois de la démocratie athénienne. Le contrat d'esclavage consistait en fait à garantir un prêt sur sa personne, c'est-à-dire que vous contractez un prêt auprès voilà, de quelqu'un voilà, qui est plus fortuné que vous, et en fait vous vous retrouvez dans l'impossibilité de rembourser suite à, je sais pas, quelques accidents de la vie. Bon. Et à ce moment-là, ne pouvant rembourser, en fait, vous avez garanti le prêt sur votre personne, c'est-à-dire que ne pouvant rembourser, vous avez passé un contrat d'esclavage avec la personne. C'est-à-dire, voilà, j'efface mes dettes, mais enfin, je me fais esclave. De toi, je te remets ma liberté, mais en échange, tu effaces mes dettes. Alors, il y avait des contrats d'esclavage, ce qui pouvait se moduler sur une certaine durée ou pas. Hein, on se fait esclave pour éponger ses dettes. Bon, et des juristes envisage cette possibilité comme fondement du contrat social, en disant bon ben voilà finalement on peut parfaitement supprimer sa liberté pour éponger ses dettes, pour sauver sa vie. Donc en fait ça pourrait être le fondement de l'obligation civile, de l'autorité civile par exemple. Voilà vous avez été alors ça se rapproche un peu du droit de conquête aussi. Hein, vous êtes dans un pays qui a été conquis par une armée plus forte, par une autre puissance plus forte que vous, et
Vous êtes à la merci de votre vainqueur qui va vous donner la vie sauve. Bon, en échange, obligation absolue. Enfin, je veux dire, si on vous fait la vie sauve, ça veut dire que dans ce cas, vous avez une dette infinie envers votre sauveur, enfin sauveur, celui qui a épargné plutôt votre vie. Ça se ramène à une sorte de contrat d'esclavage, quoi. J'aliène ma liberté en échange de la vie sauve, et ce contrat a pour contrepartie une obéissance absolue. D'accord? Donc j'ai la vie sauve en échange d'une obéissance absolue. Ce type de contrat social, ce format de contrat social, effectivement, se rapproche finalement assez de ce que propose Hobbes comme modèle, c'est-à-dire une obéissance absolue en échange de la protection civile, la protection de la société. Autrement dit, en fait, on réduit sa liberté à presque rien pour pouvoir survivre. Hein, autrement dit, voilà, la sécurité achetée au prix de la liberté. C'est un grand débat politique hein, qui oppose, qui classe même très précisément, finalement, en France, la gauche et la droite. Hein, est-ce qu'on accorde plus d'importance à la sécurité ou plus d'importance à la liberté? Hobbes, pour sa part, admet que on peut presque entièrement sacrifier la liberté pour protéger sa sécurité, hein, au nom de la sécurité. Bon, eh bien, Rousseau, pour sa part, descend complètement cet argument en flamme en expliquant que on ne peut pas aliéner sa liberté, c'est-à-dire que dire voilà je te donne ma liberté en échange de ma sécurité ou bien en échange de la vie sauve ou bien pour éponger mes dettes, en fait ce ne sont que des mots. Je veux dire que le fait même de donner sa liberté c'est un acte libre, donc c'est-à-dire que le fait de donner sa liberté est rendu possible par le fait qu'on la conserve toujours. Hein, c'est pas comme, je sais pas, ma main, voilà, je sais pas, à la limite, je pourrais, dans le marchand de Venise, hein, garantir un prêt sur une partie de mon corps, dire, voilà, si j'arrive pas à rembourser, je te donne ma main, on la coupe et puis tu la gardes, quoi, comme ça, tu fais la collection. Bon. Et ça, c'est possible, on peut se séparer d'une partie de son corps, mais par contre, on ne peut pas se séparer de sa liberté, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Hein, c'est-à-dire que la liberté, c'est l'essence même de l'homme. Et en fait, le seul contrat social valable, hein, le seul contrat qui ne soit pas un contrat de dupe, justement, c'est le contrat qui ne diminue pas la liberté, mais au contraire l'agrandit, hein, la protège, voire l'agrandit. Hein. Et oui, pour terminer, alors c'est important de se souvenir de ça pour la partie qui suit, hein, mais pour terminer, je ferai quelques petites réflexions sur l'état de nature. Hein. L'état de nature tel que Hobbes le voit est tellement abominable qu'il rend absolument nécessaire le passage à l'état social, quel qu'en soit le prix. Hein, même s'il faut sacrifier pour cela toute sa liberté. Alors, il y a là une vision très sombre de la nature humaine, qui serait donc en fait fondamentalement violente, fondamentalement égoïste. Bon, une vision qui s'oppose à la vision en apparence angélique que Rousseau dresse pour sa part de l'état de nature. C'est-à-dire que pour lui, l'état de nature, au contraire, c'est un état dans lequel finalement les hommes sont surtout timides et craintifs, donc en fait ils ne sont pas aussi violents que le décrit Hobbes. Hein, et en fait, ce que décrit Hobbes, c'est la violence que décrit Hobbes, c'est quelque chose qui est créé par la société. Hein, l'état de guerre, écrit Rousseau, n'est pas naturel, il est créé par l'état social, l'état civil, la guerre, c'est ce qui existe entre des nations constituées en états. Hein. Et donc l'état de nature est un état d'ignorance, un état dans lequel les hommes ne connaissent pas encore l'égoïsme, ne connaissent pas encore la richesse, ne connaissent pas encore la cupidité, et donc ne peuvent pas se faire la guerre telle que la façon dont le décrit Hobbes, quoi. Bon. Et Rousseau dresse un portrait, pour sa part, c'est vrai, enchanteur de l'état de nature, hein, et il écrit que l'homme était fait peut-être pour rester dans cet état de nature qu'il appelle l'âge des cabanes. En fait, c'est l'état vraiment transitoire entre l'état de pur état de nature et puis l'état civil. Il appelle également ça le second état de nature. Hein, c'est-à-dire quand les hommes ont commencé à développer un peu leur intelligence et leur lumière, mais pas encore suffisamment pour tomber dans l'égoïsme et la violence. Cet âge des cabanes, nous dit Rousseau, finalement, c'est l'état dans lequel on a retrouvé à peu près tous les peuples qu'on a découverts. Tous les peuples qui étaient inconnus en fait des Européens ont été découverts à peu près dans cet âge des cabanes, c'est-à-dire un état où en fait les hommes vivent encore dans des petites sociétés et donc sans État, hein. Sans État avec le E majuscule, hein, mais simplement de façon assez simple, quoi, des sociétés de forme très limitée où il n'y a pas vraiment de loi, il y a des règles, il y a des coutumes, il y a des traditions, mais il n'y a pas vraiment de loi, il n'y a pas vraiment non plus de chefs, enfin sinon des chefs
chef coutumier. Bon, et donc Rousseau nous dit finalement c'était peut-être le meilleur état pour la vie humaine, parce que l'état politique est tellement complexe que les hommes n'arrivent quasiment jamais en fait à préserver leur liberté dans l'état politique. Et ces réflexions de Rousseau m'inspirent, enfin, ont beaucoup inspiré un ethnologue français du XXe siècle qui s'appelait Pierre Clastre et qui justement a écrit sur les sociétés sans État. Et cet ethnologue corrobore ce que dit Rousseau, c'est-à-dire qu'il affirme que d'après lui, l'étude de l'ethnologie prouve que effectivement les sociétés un peu primitives et archaïques se sont organisées, se sont construites contre l'État, des sociétés sans État, c'est-à-dire en fait de manière, si vous voulez, à éviter l'émergence d'un chef politique, d'un État contraignant, de lois encombrantes, et que les institutions sont faites, enfin les institutions, les traditions dans les sociétés primitives et traditionnelles sont ainsi faites que on donne un pouvoir, mais un pouvoir limité à des chefs, bon, par exemple militaires, hein, un pouvoir très limité qui en fait finit sitôt que les guerres prennent fin pour éviter en fait que le plus fort ne se transforme en maître et donc pour éviter en fait la transformation de la société traditionnelle en État, hein. Et pour maintenir donc toujours en fait un périmètre relativement restreint, relativement modeste de ces sociétés sans État, hein, et que c'est la clé finalement de leur liberté. Voilà, donc voilà, les affirmations de Rousseau, même si elles ne sont pas fondées sur une documentation ethnologique très précise, ne sont pas pour autant des élucubrations, hein, et vous avez donc des ethnologues scientifiques modernes qui valident, hein, en quelque sorte le diagnostic de Rousseau sur la vie des sociétés traditionnelles. Voilà, je m'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, on attaque le grand 2.